Merci à tous d'être là. L'idée, c'est de débattre un petit peu du cloud, mais dans une optique, on va dire, constructive. Pas seulement brandir des choses qui font frémir. Donc, je suis accompagné donc, par Jocelyne Kaufmann de NumSpot, mais chacun fera sa petite présentation. Valérie Dacosta et Niels Hansma, et j'espère que j'ai bien prononcé, bon, parfait, d'Amazon. Voilà, donc pour commencer, petit tour de table justement, et présenter vous-même et évidemment votre société. C'est bon J'ai l'impression que non. Non. Vous m'entendez? Oui. Ah, voilà. Bonjour à tous. Donc je suis... non, ça marche pas. Je pensais qu'il avait pu entendre. Il ne faut pas piller. Ouais. Pardon, excusez-moi. C'est bon? 1, 2. Vous m'entendez ou pas? Non. Excusez-moi. Tous les micros fonctionnent bien. Ah, et celui-là, oui. Ah. Très bien, ça fonctionne. Avec un peu plus de coffre, s'il vous plaît. D'accord. Coffre. Okay. Donc on m'a demandé d'un petit peu plus de coffre. Donc voilà. C'est trop là. Donc bonjour, Jocelyne Kaufmann. Donc je suis directrice marketing et communication de NumSpot. Donc je vais rapidement présenter NumSpot. Donc NumSpot est un nouvel acteur du cloud. Donc une société française, une jeune société, puisque sa création a été annoncée fin 2022. Elle est effective depuis le 1er février de cette année, et en fait NumSpot est né de l'initiative en fait de 4 industriels de premier plan qui sont la Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts, DocaPost, leader de la confiance numérique, Dassault Systèmes et Bouygues Télécom, qui ont souhaité en fait apporter une réponse de cloud souverain et de confiance. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, j'ai l'impression. Donc je suis Valérie Dacosta, je suis avocate spécialisée en tech et data. Donc ça couvre notamment le cloud, ça tombe bien, le RGPD, la cybersécurité, tout ce qui est intelligence artificielle, projets informatiques et digitaux. J'accompagne des boîtes de toute taille, de la start-up à des entreprises du CAC 40, à des boîtes internationales, dans tous leurs projets liés à ces thématiques. J'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans et demi, après avoir été responsable juridique franche chez AWS et avoir travaillé dans des gros cabinets tels que Baker & McKenzie et dans d'autres entreprises telles que HP. Voilà. Pour ma part, Niels Hansma, je suis donc responsable sécurité, conformité et souveraineté chez AWS France et la Suisse romande. Donc, je travaille au quotidien avec les régulateurs, mais aussi avec les clients. Donc, AWS, petite start-up qui a commencé en 2006 à créer le cloud et qui accompagne depuis 2010 maintenant plus de 130 000 entreprises françaises. Et qui a ouvert sa région en France dès 2017. Et Gilles Delisle, animateur de table ronde et non pas modérateur comme c'est écrit là-haut. Alors, moi, je trouve bien de débattre en posant bien le décor. Donc, la question qui va venir, la première, c'est qu'est-ce que le cloud en quelques mots? Et peut-être aussi ce qui n'est pas. Donc, on va demander à la start-up Amazon de répondre. Alors effectivement, suite aux évolutions technologiques avec l'ARPANET en 1969, la mise en place des réseaux, puis en 1980, dans les années 90, de la virtualisation, que ce soit le VPN ou la virtual machine, en 2006, Amazon a lancé la partie S3, la partie stockage, et en même temps la partie EC2, la partie compute. Parce que le cloud, ce n'est pas que du stockage, ce n'est pas une commodité, c'est plus que ça. Et là, je reprends la définition d'UNIST, la publication spéciale 800-145, qui correspond le plus à la définition du cloud, qui est des réseaux, des serveurs, du stockage, mais aussi et surtout des services. Et c'est sur ça que je veux insister, sur la partie service, qui permet de faire une vraie transformation business et d'avoir une vraie plus-value. Et si je me souviens bien, de l'élasticité et une simplicité de la relation technique.
Alors exactement. On a différents types de cloud. Bon, alors je ne vais pas parler du cloud privé parce que c'est du on-premise. On a du cloud hybride, ça on pourra y revenir, où on peut mélanger différents clouds, et le cloud public que l'on connaît, qui vous permet d'avoir le plus de services. Et donc ce type de cloud vous permet de payer à la demande les besoins que vous avez, enfin ce dont vous avez besoin pour votre projet. Et qui vous permet une grande élasticité, une grande scalabilité, puisque vous voulez innover, vous réservez un certain nombre de ressources, vous développez votre projet fonctionne et s'agrandit, vous pouvez demander plus de ressources. C'est un échec, vous annulez l'ensemble des ressources et vous passez à autre chose. Ce n'est pas comme sur on-premise où il faut commander vos serveurs, les configurer, les amortir sur un certain nombre d'années. C'est vraiment de l'immédiateté. Alors ça, c'est la définition générique du cloud, issue du NIST, organisme normalisateur régional. Mais après, il y a une dimension, il y a une vision du cloud qui peut être plus nationale ou continentale. Et Jocelyne a un complément de définition. Oui. En effet, on va dire ces derniers mois, dernières années, on parle de plus en plus de cloud souverain et de confiance. Donc NumSpot est dans cette catégorie. Alors quand on parle de souveraineté, ça recouvre beaucoup de choses. Certains ont des définitions très différentes. En tout cas, chez nous, la souveraineté, ça recouvre en fait 3 points. Et en fait, c'est ce que nous souhaitons avec le cloud de NumSpot. Donc la souveraineté, c'est tout d'abord un actionnariat 100% français pour NumSpot, avec donc un actionnariat mixte public et privé. C'est une souveraineté aussi au niveau des données, c'est-à-dire une protection à l'égard des lois extraterritoriales. Et pour la souveraineté aussi, chez nous, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance autour de 2 notions. Indépendance parce que nous sommes maîtres de notre roadmap. Nous allons la construire autant que faire se peut avec de l'open source, à base de technologies open source, ce qui garantit aussi de l'indépendance. Et une indépendance également par rapport à tout ce qui est possibilité de réversibilité et de revenir en arrière. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie souveraineté. Ensuite, on parle de cloud de confiance. Alors, cloud de confiance est associé à une certification, une qualification qui s'appelle le SecNum Cloud, en fait, qui est le plus haut standard de sécurité, qui est délivré en fait par l'ANSSI, donc qui est une agence nationale, donc l'État, et qui garantit un très très haut niveau de protection des données, protections qui sont également du coup compatibles, et bon, je laisserai Valérie parler de tout cela bien mieux que moi, RGPD, etc., mais qui du coup donne accès aussi à peut-être des acteurs et des secteurs qui n'avaient peut-être pas certaines possibilités parce que absence de cloud souverain et de confiance, peut-être d'aller dans le cloud et de nouvelles opportunités, et on y reviendra tout à l'heure. Donc SecNum Cloud pour de la confiance, ou HDS quand on est donc hébergement des données de santé, quand on est dans un univers de santé. Donc on comprend qu'il y a une définition générique, c'est greffé une vision du cloud qui répond à des exigences nationales ou européennes. On se doute bien que tout ça, c'est lié dans un écosystème dont le juridique fait largement partie. Donc Valérie va nous éclairer sur cette dimension-là, qui a influencé ce qu'on vient d'entendre finalement. Oui, tout à fait. Souvent, quand je parle cloud et juridique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Cloud Act, Patriot Act, et notamment cette notion de cloud souverain. Pourtant, c'est qu'un des aspects qu'il faut avoir en tête quand on va dans le cloud d'un point de vue juridique. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Et je voudrais d'ailleurs rappeler sur tout ce qui est Cloud Act, Patriot Act, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses là-dessus, que ce n'est pas... donc tout d'abord, ça ne concerne pas que les États-Unis. Ce type de loi qui permet l'accès par les États aux données... que ce soit au niveau territorial ou extraterritorial, existe dans d'autres pays. Il y a aussi des lois de la même manière en France. Donc voilà. Et elles sont quand même en général cadrées
par un objectif de lutte contre le terrorisme, sécurité, etc., et par un cadre légal. Toutefois, il est vrai que la Cour de justice européenne, dans le fameux arrêt Schrems II, a considéré que dans le cadre des États-Unis, mais encore une fois, ce n'est sûrement pas le seul pays concerné, ces données n'étaient pas, les garanties et le cadre légal encadrant cette collecte n'avaient pas un niveau adéquat, un niveau suffisant par rapport à ce qu'on demande en Europe, notamment au titre du RGPD. Ce qui veut donc dire que quand vous voulez faire un transfert en dehors de l'Union européenne, il va falloir prendre en compte ces lois pour faire une analyse du risque et prendre des mesures pour s'adapter au risque par rapport aux données que vous avez, par rapport à ce que vous faites, prendre des mesures. Donc ces mesures, elles vont être techniques, organisationnelles, contractuelles, du type des chiffrements avec les clés de chiffrement chez un tiers de confiance, prendre des mesures contractuelles qui vont permettre d'encadrer qu'est-ce qui se passe en cas de demande étatique, une obligation de contester, de limiter, de prévenir, etc. Ce point-là n'est absolument pas spécifique au cloud, comme on a pu le voir dans la décision Facebook qui vient de se prendre quand même 1,2 milliard d'amende, petite différence que à mon avis vous avez vu. Ça va au-delà du cloud, ça va au-delà des États-Unis. C'est dès lors qu'on fait un transfert en dehors de l'Union européenne. Toutefois, c'est pas une interdiction non plus. On n'a pas dit non, aucun transfert, et on dit pas non plus pas de cloud. On dit juste il faut faire une analyse, il faut mesurer, il faut prendre les mesures adéquates à côté pour pouvoir utiliser le cloud et quel type de cloud vous allez utiliser. Cette question, c'est vrai, se pose beaucoup dans le cloud parce que la localisation des données n'est pas toujours évidente. Et donc, c'est un point de vigilance à avoir. Je ne suis pas en train de dire que ce ne l'est pas. C'est un point de vigilance à avoir. Il faut bien avoir en tête, d'ailleurs, que transfert, ce n'est pas uniquement le fait d'envoyer les données, c'est aussi l'accès à distance aux données. Donc, faites notamment attention à la maintenance. Quand vous allez voir un prestataire de cloud, est-ce que la maintenance, qui est souvent follow the sun, est-ce qu'il y a un accès par des personnes à vos données qui vont se retrouver dans des pays divers et variés. Pour les États-Unis, la bonne nouvelle, c'est que ça évolue. Enfin, bonne nouvelle en tout cas pour tous les acteurs qui veulent transférer, c'est qu'il y a une... la Commission européenne, elle prend des décisions d'adéquation qui permettent de considérer qu'un pays présente justement un niveau adéquat, ce qui n'est pour l'instant pas le cas pour les États-Unis, mais qui est actuellement en discussion, suite notamment à des actes qui ont été pris par Joe Biden, qui ont permis de cadrer mieux, particulièrement pour FISA, puisque c'était FISA qui était visé par Schrems II, de mieux cadrer en rajoutant un principe de proportionnalité plus fort, en améliorant les recours des personnes concernées par ces requêtes. La difficulté, c'est qu'on n'y est pas encore. Donc la Commission européenne a fait un draft de décision, mais le Parlement européen, pour l'instant, s'y oppose. À voir si, en tout cas, c'est quelque chose à garder dans le radar, parce que si jamais cette décision est adoptée, ça permettra de transférer aux États-Unis vis-à-vis, alors c'est pas vis-à-vis de n'importe quelle société, parce que cette décision d'adéquation vise le EU-US Data Privacy Framework, qui en fait consiste en un cadre auquel les sociétés peuvent se rallier. Donc ça va permettre de transférer de manière légale, comme si c'était finalement au sein de l'Union européenne, à des sociétés qui se sont rattachées à ce framework. Donc ça, c'est un des sujets. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un point d'attention dans le cloud, puisque la localisation des données dans le cloud, forcément, ça pose particulièrement des questions. Mais ce n'est pas spécifique au cloud. Et le RGPD, de même, qui n'est pas spécifique au cloud, va mener dans son application au cloud à certains points de vigilance. J'attire notamment votre attention, par exemple, sur la nécessité d'effacer toute copie des données. Quand on va dans le cloud, ce n'est pas forcément évident que les copies, toute copie des données aient été effacées, qu'il n'y ait pas juste eu un arrêt de l'accès. Souvent, on coupe l'accès aux données, puis on attend que les données se fassent réécrire derrière. Il faut faire attention à ça, et dans quel délai c'est réécrit, etc. Parce que ces données, elles restent pendant ce temps-là. Or, une conformité au RGPD veut qu'on ait un effacement total dans un certain délai pour respecter les durées de conservation. C'est un des points. Les autres points, par exemple, de vigilance par rapport au RGPD dans le cloud, ça va être l'audit. Comment on audite et d'avoir un droit d'audit.
que ce soit la question de la localisation, de l'audit, de la sous-traitance, de la copie, qui sont des points d'attention à avoir, enfin de la destruction des copies. Tout ça, vous allez pouvoir le cadrer dans le cadre du contrat que vous avez avec eux. Vous allez poser ces questions-là et pouvoir le cadrer. Ce sont des points de vigilance. Ce ne sont pas des points qui disent n'allez pas dans le cloud. C'est juste des points qui disent quand vous allez dans le cloud, posez-vous ces questions-là afin de pouvoir mesurer le risque, prendre des solutions adaptées par rapport à ça et pour respecter ces points-là. De la même manière, il y a une autre réglementation. En fait, ce n'est pas tellement des réglementations spécifiques au cloud, mais tout comme le RGPD, il y a d'autres réglementations à avoir en tête parce qu'elles vont poser des points de vigilance lorsqu'appliquées au cloud. Et je pense, vu qu'on est à Finance Innovation, je vais parler particulièrement de DORA, qui, de même, s'applique à tout prestataire de services informatiques, mais va vous obliger à notamment inclure dans votre contrat avec le fournisseur de cloud, si vous décidez d'y aller, certaines mesures que vous devriez mettre avec tout prestataire informatique avec lequel vous externalisez une fonction, que ce soit dans le cloud ou pas. Mais dans le cadre du cloud, il va falloir faire attention particulièrement à certains points. Et ces points, d'ailleurs, rejoignent beaucoup de points qui sont déjà dans le RGPD. Ça va être la maîtrise de la sous-traitance. Donc, être bien au courant de la sous-traitance, et si jamais il y a sous-traitance et que vous n'êtes pas d'accord, si par exemple vous avez un mois, très souvent c'est ce qui a marqué, on vous dit, on vous préviendra quand on va faire appel à un sous-traitant, et puis vous avez 15 jours, un mois pour objecter, puis si vous ne partez pas, bah, tant pis, vous avez accepté. Il faut faire attention à ce que ce soit pour vous une réelle possibilité de sortie. Si vous mettez 5 mois à sortir, bah finalement, vous n'avez pas eu un vrai contrôle par rapport à la sous-traitance, vous n'aurez pas pu sortir. Donc c'est un des éléments aussi à avoir en tête. Pareil, alors DORA, j'aurais dû préciser ça avant d'aller plus loin, DORA, c'est pas tellement une révolution, hein. Ça fait que consacrer dans le domaine, d'ailleurs, vous savez peut-être pas ce que c'est que DORA pour tous, c'est un règlement européen sur la résilience opérationnelle qui va s'appliquer notamment dans le domaine bancaire, d'assurance, réassurance, donc c'est quand même un scope assez large pour les institutions financières. Mais ce n'est pas une révolution en tant que telle, mais elle a un énorme atout, c'est qu'elle harmonise tout un tas de textes, de guidelines, etc., qui existaient et qui étaient un peu éparses. Donc l'idée, c'est de tout regrouper, de renforcer en un document et d'harmoniser, du coup, au niveau de tous les pays européens. Et donc, il va y avoir, dans le cadre de DORA, notamment une obligation de prévoir dans vos contrats des niveaux de service qui sont extrêmement précis pour s'assurer d'une qualité de service. À nouveau, un droit d'audit. J'en ai pas parlé dans le cadre du RGPD, mais dans les deux cas, il faut évidemment prévoir les mesures de sécurité adéquates, des plans de continuité et les stratégies de sortie, de la réversibilité. Toujours cette idée de, il faut que vous puissiez sortir si vous le décidez, que ça présente un risque par rapport à votre activité. Je pense que j'en ai assez dit sur le juridique. Je pourrais encore parler pendant longtemps, mais on va s'arrêter là. Donc, merci. Moi, ce que je retiens de l'ensemble de vos interventions, c'est que finalement, il y a un cloud multiservice qui permet de faire, parce qu'il n'y a pas que des données personnelles, je suis sûr que Valérie est d'accord, on a des acrobates dans cette table ronde en plus. Et donc je pense qu'il y a des tas de choses à faire, parce qu'il n'y a pas que des données personnelles ou des données qui relèvent du secret bancaire et autres. Après, ce que je comprends, c'est qu'on peut mettre des choses sensibles dans des clouds, on va dire, conventionnels, mais ça devient compliqué parce que là, il faut prouver que malgré l'exportation de données, le transfert de données, on assure la sécurité qui va bien. Et puis finalement, on a une nouvelle ouverture avec un cloud qui dit moi, ça sera un peu moins compliqué, il y aura moins de choses à prouver à partir du moment où c'est le cloud, lui, qui va prouver des choses. Je pense on peut le dire comme ça. Et on a une analyse de risque, finalement, une mise à plat juridique à faire pour ne pas appliquer des mesures absolument disproportionnées sur des données qui sont banales. Et à l'inverse, pas commettre une erreur irréversible. Et là, je me pose une question. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais j'ai dit que je suis animateur, pas modérateur. Donc là-dessus, moi, je ressens comme finalement une invitation à réfléchir à ce qu'on doit avoir chez nous dans un cloud à droite, un cloud à gauche. Quelle est la limite? La base de données, on la met où? Est-ce que ça, c'est intelligent de le garder chez nous? Ou est-ce qu'il faut absolument le garder indépendamment de tout cloud? Et j'ai quand même le sentiment que finalement, il y a un travail plutôt que s'effrayer, où y aller en crabe, comme je dis souvent, il y aurait peut-être un travail de remise à plat
de nos valeurs informatiques, de nos assets, comme on dit en français, et sous l'angle juridique aussi, et décider, je vais plutôt dans quelque chose genre Amazon, je vais plutôt dans quelque chose genre NumSpot, et quel est l'accompagnement juridique qui va avec. Oui, je suis entièrement d'accord, et surtout l'ensemble des points qui ont été précisés auparavant, il y a des moyens à la fois juridiques, techniques et des certifications qui permettent de répondre, même sur un cloud AWS, parce qu'après, ça permet vraiment l'innovation. Quand là, je regarde le slide, je vois le nombre d'acteurs qui peuvent travailler chez AWS et qui sont déjà présents. On a des startups natives qui sont là, des ETI, des gros groupes, et qui permettent de se transformer complètement et d'appliquer la révolution industrielle 4.0, parce que sans cloud, il n'y a pas de révolution. On ne peut pas faire de robotique, d'IoT, d'IA, de 5G, de blockchain, etc. Donc c'est vraiment un moyen de vraiment se transformer. Oui, c'est vrai que quand on regarde les startups, y compris dans le domaine de la sécurité, la plupart n'existeraient pas sans le cloud, finalement. Oui, et juste pour compléter par rapport à ce que vous disiez, en fait, aujourd'hui, je pense qu'en effet, c'est une opportunité d'avoir de nouvelles offres comme celle de souverain et de confiance. Déjà, le fait qu'il y ait plus d'acteurs, ça booste, on va dire, la compétitivité et c'est au bénéfice aussi des clients, quelque part. Mais en fait, aujourd'hui, le marché, d'ailleurs, le demande. Il y a une étude de Numéum qui est sortie où voilà, les entreprises attendent aussi une solution souveraine et de confiance pour une partie des données, parce que par exemple, nous allons nous adresser à ce qu'on appelle, nous, les secteurs stratégiques et sensibles, qui sont le secteur public, la santé, la banque finance, l'assurance, les OIV, les OSE, en effet, qui n'avaient pas forcément aujourd'hui, par un contexte réglementaire très lourd, de solutions pour une partie de leurs données. Et en effet, comme vous le disiez très bien, Gilles, il ne s'agit pas de dire c'est du tout ou rien. En fait, c'est plutôt, ça va être de l'hybride, ça va être du multi-cloud. Par exemple, le Secnum Cloud n'est pas nécessaire pour tout. Mais par contre, ça va être un vrai levier de croissance pour plein de secteurs, dont par exemple la banque, qui aujourd'hui va peut-être pouvoir externaliser plus facilement des données très sensibles et pouvoir opérer des opérations que Niels a très bien décrites dans un environnement Secnum Cloud. Donc, encore une fois, nous, on a fait le choix d'un cloud spécialiste. Encore une fois, le cloud de confiance, ce n'est pas pour tous les besoins. Et l'autre particularité, c'est que quand on parle de cloud de confiance, aujourd'hui, cette qualification Secnum Cloud, elle est essentiellement sur ce qu'on appelle les couches basses, sur tout ce qui est les infrastructures. Et en fait, notre ambition, c'est d'apporter aussi un nouveau service, en fait, en proposant des certifications, une qualification Secnum Cloud sur les couches également plus hautes que sont le PaaS, le CaaS et le SaaS. Voilà, donc encore une fois, des nouvelles opportunités. Quand on le voit, ne serait-ce que dans le domaine de la santé, où le cloud est déjà utilisé, mais on se dit que voilà, il y a vraiment des portes qui peuvent s'ouvrir. Ne serait-ce que quand on repense à l'épisode Covid, si aujourd'hui la recherche a pu aller aussi vite, c'est qu'à un moment donné, c'est parce que les données ont été mutualisées, c'est parce que plusieurs chercheurs, plusieurs groupes ont pu avoir accès à une masse critique d'informations et de données et ont pu faire avancer les choses plus vite. Donc en effet, le cloud, c'est beaucoup d'opportunités. On a aujourd'hui un contexte réglementaire qui est en train de s'affiner, de se raffiner et sur lequel on voit bien il y a une actualité extrêmement dense qui fait que tout ça va aussi être bien encadré sans être contraignant. Et une réflexion sur la partie contractuelle aussi, du coup, qui doit coller à cette pluralité finalement. Oui, et que ce soit dans la partie RGPD, donc protection des données personnelles, ou DORA, la CPR et les autorités qui interviennent sur la protection des données personnelles, tous font référence à cette notion de proportion. Donc c'est vraiment une analyse du risque, enfin de proportion et d'analyse du risque. Cette notion, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, DORA exige de faire une analyse des risques des contrats,
puisqu'elle met toute une liste d'éléments qui sont à mettre dans ces contrats, mais finalement, l'objectif à travers cela, c'est de vous amener à vous poser les bonnes questions et du coup, donc, en se posant les bonnes questions, à mettre en place les bonnes mesures pour répondre à ces points. Et ces mesures vont vous permettre, donc dans le cadre du contrat, vous les aurez remis à plat, vous aurez prévu des solutions et ça va vous permettre finalement d'avoir cette maîtrise de la prestation externalisée. On a parlé tout à l'heure de proportion de risque par rapport aux données. Ça va au-delà, c'est de la donnée, mais c'est également du service. Beaucoup d'ailleurs pour les institutions financières. L'idée est de ne pas perdre la maîtrise du service, garder la continuité de service et garder la transparence. Savoir où sont vos données, savoir comment le service est effectué et garder cette maîtrise, ne pas perdre la maîtrise de la chose. Et c'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre d'aller dans le cloud, mais qui demande juste de mettre en place les bonnes mesures contractuelles, mais évidemment pas uniquement, de vérifier qu'il y a les bonnes mesures techniques et de faire les bons choix. Et cette pluralité de cloud va en ce sens. On peut même imaginer une aide à la décision dans ce domaine-là. Finalement, on qualifie les données et un système, une IA, tiens, pour être à la mode, pourrait dire ça, vous le mettez chez NumSpot, ça, chez Amazon, ça, on le garde. Je plaisante un peu avec les histoires d'IA, mais on pourrait imaginer, plutôt qu'être dans des postures de frayeur, d'angoisse par rapport à ça, poser les choses et dire, bon, là, ça je peux le faire, ça je peux le faire moyennant ceci, et ça je le ferai pas. J'ai l'impression que c'est ça qui se dessine. On a déjà ce service qui existe, qui s'appelle Macy, qui permet de voir s'il y a des données sensibles et puis de mieux les protéger encore. D'accord. Et dans ce cas-là, Amazon dit, les mettez pas chez moi. Si on les protège mieux. On a des soucis, à ce que je disais au début, il y a des moyens techniques de mieux protéger. Ok. Est-ce que... alors, on a préparé cette table ronde comme des fous. Et donc, ce qui est ressorti, c'est... En fait, on a le sentiment... Parce que souvent, les gens disent, oui, le cloud souverain, ça va nous être imposé, c'est une contrainte. Moi, je me demande si ce n'est pas un degré de liberté, finalement. Je peux déjà répondre. En effet, moi, je pense que c'est un facteur de liberté puisque ça va approfondir le choix et ça va donner plus de possibilités. Donc, alors aujourd'hui, il y a une directive au niveau de l'État, qui est la directive Cloud au centre, qui en effet spécifie que pour les nouveaux projets ou les projets, on va dire, de modification et d'optimisation, voilà, un cloud souverain et de confiance est nécessaire. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. On est en train d'ailleurs de mener une étude avec acteurs publics. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes aussi Amazon et aussi associé à cette étude pour voir où en est l'adoption de la doctrine cloud au centre. Mais donc on aura les résultats pour Vivatech. Mais globalement, là encore, Numéum a bien montré lors de sa dernière étude que les entreprises françaises appellent de leur vœu des solutions de cloud souverain et de confiance. Mais voilà, pour pouvoir avoir une palette de choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vécu comme une contrainte, c'est plutôt une attente de la part de pas mal d'acteurs. Et je voudrais juste rajouter un point, parce qu'on parle, bien évidemment, on parle des entreprises, du risque des entreprises, etc. Mais il y a quand même un acteur qu'il ne faut pas oublier, c'est le citoyen. Et ça, c'est aussi important parce que quelque part, avec pour certains types de besoins, c'est aussi un élément de réassurance pour finalement les clients de nos clients, que ça soit les patients dans la santé, que ça soit les citoyens dans le secteur public, de pouvoir dire voilà, vos données sont dans un cloud souverain et de confiance. C'est pour ça qu'on parle aussi, est à l'étude, un cyberscore, un peu comme le Nutri-Score, pour donner une lecture et une lisibilité finalement aux Français qui sont aussi aux Français, aux Européens, qui sont aussi en interrogation et un peu en attente de transparence sur où sont leurs données et où elles peuvent aller. L'analogie avec le Nutri-Score, moi je trouve ça dangereux parce que souvent c'est ce qui est meilleur qui a de mauvaises notes. C'est vrai. Je suis pour le saucisson et le roquefort.
Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, après, comme ça a été dit précédemment, l'essentiel, c'est vraiment faire l'analyse de cas de ce que vous voulez faire. Parce que si vous prenez je prends juste quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Si vous prenez une start-up qui veut se développer à l'international, juste du Secnum Cloud, ça va être compliqué. Donc, il va falloir aller chercher autre chose. Si vous êtes une société internationale, ça va être compliqué également parce que là, il faut répondre à beaucoup de conformités dans le monde entier. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'il faut aller chercher les réponses et vous poser les bonnes questions, mais c'est effectivement plein d'opportunités pour vous et pour vous transformer. Je vais peut-être parler du cas que j'avais mentionné pendant nos préparations, qui est assez intéressant. Il faut penser aussi réglementaire, encore une fois. Et je racontais un cas de figure où un client qui vend une solution de KYC, étant sur un cloud non Secnum Cloud, a eu des difficultés lorsque la certification PVID, qui est donc l'une des mesures qui peut être utilisée dans le cadre du KYC, cette certification demande à ce que vous respectiez les principes Secnum Cloud. Donc, n'étant pas sur un cloud Secnum Cloud, il n'a pas pu avoir sa certification PVID et donc, il est obligé d'utiliser l'une des autres mesures. Donc, il faut quand même aussi avoir en tête éventuellement ce genre d'éléments au moment où vous choisissez le cloud par rapport à une fonction précise. J'y tenais à cet exemple. Merci Valérie. Donc, après, finalement, c'est plutôt rassurant, tout ce qu'on entend, opportunités, analyse, occasion de remise à plat, et contractuelle, et technologique, finalement, un véritable recentrage. Mais finalement, bon, ça bouge tout le temps. Technologiquement, donc des choses qu'on ne savait pas faire pour protéger les données, finalement on saura les faire. La réglementation change un petit peu de temps en temps. Et puis on a de nouveaux acteurs qui apparaissent. Quelle est ton analyse, Niels, en particulier, sur ce qu'il faudrait faire pour, pour rester dans le coup malgré le changement du contexte, quoi. Justement, le cloud vraiment répond à ce besoin parce que le cloud s'adapte. En fait, vous occupez plus des infrastructures, voire des couches supérieures. Vous occupez uniquement de vos données, de les transformer au mieux pour les valoriser, créer une vraie valeur ajoutée. Et en dessous, les infrastructures évoluent. Et c'est comme ça qu'entre 2006 et aujourd'hui, on a des nouveaux services sur la blockchain, la 5G, sur l'IA qui sont apparus et qui sont utilisés par beaucoup, enfin un très grand nombre d'acteurs dans le monde, et le cloud répond à cette évolution technologique. Et en plus, maintenant, prend en compte, au-delà de la sécurité, puisqu'en fait, l'intérêt d'avoir un cloud public, c'est d'avoir vraiment des responsables sécurité. Enfin, on a des spécialistes qui sont mondiaux et qui gèrent en permanence la sécurité. Maintenant, c'est la partie développement durable qui est prise en compte, oui. AWS est le seul à maîtriser à développer ses propres microprocesseurs jusqu'aux couches logicielles, et donc une intégration de haut en bas, et permet maintenant d'économiser de l'énergie et de l'électricité par rapport à tout ce qui se fait sur le marché actuellement. Donc c'est un graviton est 5 fois plus économique en énergie qu'un microprocesseur normal. Jocelyne, sur cet aspect d'adaptation continue? Oui, je pense qu'en effet, comme je le disais, par exemple aujourd'hui, nous, ce qu'on va chercher à faire, l'adaptation, c'est encore une fois, Secnum Cloud, aujourd'hui, c'est sur les couches basses. Maintenant, l'idée, c'est de proposer un service certifié sur les couches plus hautes. Donc là, c'est la reconnaissance vocale. Par exemple, ça peut être sur différents types de services qui vont en effet s'incrémenter au fur et à mesure, et surtout qui vont répondre aussi aux nouveaux besoins des acteurs, parce que finalement, avec l'univers des startups, etc., en fait, de nouveaux besoins se créent aussi en permanence. Et c'est quand même on va dire un laboratoire aussi d'innovation, le cloud, quelque part, avant tout, quelque part. Et comme le disait Niels,
pour réinsister sur le cloud en tant qu'opportunité, aujourd'hui, on a malheureusement, il y a un mal qui est très très fréquent, ce sont les cyberattaques. Aujourd'hui, c'est vrai que les cloud providers pouvant avoir quand même, étant très en pointe de tout ce qui est sécuritaire, c'est aujourd'hui, on va dire, les entreprises sont moins exposées, certaines, en étant dans le cloud qu'en étant des fois voilà, sur leurs propres infrastructures, quoi. Oui, j'ai tendance à dire le cloud fournit de bons parpaings. Oui. Mais après, on peut fabriquer de mauvaises maisons avec de bons parpaings. Donc, après, en effet, il faut faire attention dans ce qu'on met dedans, parce que et le cloud provider, là aussi, la responsabilité, là on pourrait faire une autre table ronde sur la responsabilité. Parce que je crois qu'Amazon avait beaucoup communiqué sur. Moi, je vous assure que les fondations sont bonnes, mais après, ce que vous construisez dessus. Oui, après, on accompagne. Juste, je vais donner un exemple. Effectivement, un client qui était on-premise uniquement, qui a été attaqué par un ransomware, qui était la table ronde il y a juste avant. Pendant 15 jours, il a eu sa chaîne de production et toute sa supply chain bloquée. Il a perdu des dizaines de millions d'euros. Il a basculé une partie chez AWS. Il a été aussi attaqué par un ransomware. Ça a duré 6 heures. Il a récupéré l'ensemble de sa supply chain. Et pareil, il y a d'autres exemples sur le rétex ukrainien ou sur les attaques DDoS. On a permis justement à des banques de continuer à travailler malgré des attaques DDoS très importantes. Je pense qu'on a fait un tour plutôt optimiste de la situation. Moi, j'insiste sur le fait qu'avant, quand on était un génie, il fallait ensuite coder l'idée qu'on a eue et ensuite il fallait trouver des serveurs pour mettre les programmes. Et si on avait 10 000 clients trop vite, ben, on se plantait parce qu'on n'avait pas assez de serveurs. Et puis si on n'avait que 10 clients, eh bien, on se plantait parce qu'on avait prévu 5 000 et donc on s'était acheté un data center pour rien. Et tout ça, toute cette dimension logistique, toute cette dimension matérielle a disparu et le génie a repris 90% du poids dans la réussite d'une offre ou d'une start-up. Et je trouve que cette pluralité que vous proposez, cette logique d'accompagnement juridique et ainsi de suite, c'est vraiment extrêmement porteur. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut regarder. Puis des fois, il faut se dire on n'y va pas. Parce que ça peut arriver que pour des questions, des fois, on a parlé de multi-réglementation, des choses comme ça. Secnum Cloud peut ne pas convenir à Singapour ou des choses comme ça. Voilà. Merci, c'était très très clair. Je vous invite tous à rester pour la dernière table ronde, qui est un sujet bien sûr qui nous tient à cœur chez Finance Innovation, dans les relations entre les grands groupes et les startups, avec des très très beaux témoignages. Donc ça va être passionnant. Vraiment un énorme merci à nos participants. Ouais, merci à vous. Et à notre animateur, qui a été vraiment exceptionnel. Donc j'invite nos prochains participants à venir s'installer. Et merci beaucoup à vous pour votre participation.